Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Salut à tous, c'est Georges. Aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix de Singapour et on va essayer de voir comment Carlos Sainz a réussi à s'imposer. Allez, c'est parti. Bon alors forcément, on va commencer par le samedi parce que sans cette qualification, rien de tout ça se serait passé. Moi je vous le dis, ça c'est clair. Alors forcément la grosse surprise de cette qualification, ça a été les problèmes des Red Bull. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les essais libres, un peu comme moi, depuis vendredi, les Red Bull, ça n'allait pas du tout. Mais alors vraiment pas, l'équilibre, les réglages, rien, les pneus, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est vrai que ça change, parce que d'habitude c'est pas Red Bull, c'est plutôt Ferrari, plutôt comme As de fond de grille. Bah alors, voir Red Bull galérer, une première cette saison. Après bon, ils nous ont déjà fait le coup plusieurs fois, des fois ça va pas le vendredi, mais derrière ça revient. Et c'est ce qu'on s'est tous dit. P13 pour Perez, P11 pour Verstappen. Bon, pour Perez, ça reste normal, hein. C'est pas comme si c'était la première fois cette saison. Mais pour Verstappen, mon Dieu, les yeux étaient grands comme ça. Hein. Alors, c'est que la deuxième fois cette saison. J'ai cru que c'était la première, mais non, c'est la deuxième fois. Il y a eu Jeddah en début d'année, où il a eu un problème de transmission sur sa monoplace. Bon, ça l'avait pas empêché de finir deuxième. Hein. En Belgique, l'an dernier, il était parti 14e, et qu'au 12e tour, il avait pris la première place. Ça aurait dû être vite vu hier. Mais oui, mais non, c'est pas aussi simple. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis vendredi, ils ne comprennent pas leur monoplace, mais surtout, on est à Singapour. Un circuit qui n'est pas spécialement réputé pour ses zones de dépassement. Donc forcément, celui qui allait prendre la pole position le samedi allait avoir de grandes chances de s'imposer. Et là, honnêtement, sans les Red Bull, il y avait un paquet de monde. Genre, en vrai, toute la grille, quoi. Non, plus sérieusement, on a eu trois grands prétendants, savoir Russell, Norris et Leclerc. Mais évidemment, c'est Carlos Sainz, le quatrième, qui s'est imposé. Ça a été très impressionnant comme qualification, parce qu'il arrive à les battre pour moins d'un dixième. En fait, à tout moment, la course, elle basculait pour l'un ou pour l'autre. Celui qui gagnait ce micro-dixième, bah, il allait être dans meilleure position. Et c'est Carlos Sainz qui a gagné ce petit jeu-là. Honnêtement, depuis la reprise, le gars, il montre un sacré mental. Donc la pole, c'est bien. Maintenant, il fallait concrétiser ça dès le départ à Singapour, parce qu'on sait que la pole position, elle se trouve à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours optimal, parce que si le gars à l'intérieur prend un meilleur départ que toi, bah il aura l'avantage, tout simplement. Et derrière lui, il y avait un George Russell qui... il avait faim. Ce week-end, il avait très très faim, le type. En plus de ça, son coéquipier Charles Leclerc, il partait en soft. Autant dire que Sainz, dans ses rétros, il avait deux mecs qui voulaient juste le tuer. Parce que forcément, Leclerc avec des pneus plus tendres avait plus de chances de prendre une meilleure impulsion, parce que ses pneus avaient plus de grip, donc il allait avoir moins de patinage et partir plus vite. L'objectif, il était clair, c'était de passer Russell. Et Sainz, si affinité, si possibilité, il y avait. Mais Carlos Sainz, il a pris un très bon départ et il ne s'est pas fait passer ni par l'un ni par l'autre. Derrière Charles Leclerc, il réussit à passer Russell, ce qui est très très bon pour la stratégie Ferrari. Ouais, Ferrari stratégie, vous avez bien entendu, il n'y a pas les Red Bull, c'est n'importe quoi ce week-end. Concrètement, leur objectif, ça a été de garder tout le monde serré. La première partie de course, c'était un round d'observation. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette stratégie? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi le gars, il est devant, il a son coéquipier en tampon, il n'est pas parti juste super loin, il allait gagner la course tranquille? Très bonne question, et je vais y répondre. Mais d'abord, on regarde derrière ce qui s'est passé, parce qu'on a eu un Lewis Hamilton qui a décidé de refaire le premier virage à sa sauce. Il est parti tout droit, il a dépassé et Russell et Norris. Bon, voilà, il a rendu les positions. Mais ça, c'est un événement, par exemple, qui aurait pu donner un avantage à Carlos Sainz et Charles Leclerc, parce que le temps qu'ils rendent les positions dans les virages, tout ça, ils auraient pu prendre genre 5 dixièmes, une seconde d'avance. Mais non, ils sont bien restés sagement avec le paquet, parce que leur objectif, comme je le dis, c'était de garder tout le monde. Comme ça, personne ne peut faire d'undercut. Alors, en début de course, ça paraît un peu surprenant, parce que bon, il n'y a qu'un seul, c'est une course à un arrêt. Si tu prends de l'avance, tu vas pas te faire undercutter. Donc pourquoi si tôt? Je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi si tôt dans la course faire cette stratégie? Ferrari a peut-être peur de Mercedes dès le début, je sais pas. Mais quoi qu'il en est, personne n'a réussi à les dépasser parce que c'est Singapour, et que de toute façon, que tu partes super loin devant ou que tu restes collé aux autres, bah personne n'allait te dépasser. C'est comme à Monaco. Hein. Donc après ce départ qui a été assez calme dans l'ensemble, on se retrouve au tour numéro 20, où Logan Sargent nous donne un rappel des plus grandes heures de Nicolas Latifi en allant se mettre dans le mur un peu tout seul. Bon, en vrai, Jacques Villeneuve sur Canal+, il a été vachement dur avec lui. En vrai, ça reste la première fois qu'il roule à Singapour. Et quiconque a déjà roulé à Singapour, même sur un jeu de Formule 1, il sait que même avec 50 tours, tu les fais quand même les erreurs. Professionnel ou pas, tu vas quand même la faire ta petite erreur. Alors c'est dur pour lui parce que franchement, c'est vrai qu'elle est assez bête comme erreur. Et elle a quand même de belles conséquences pour la suite de la course. Forcément, tout le monde va rentrer au stand. Ce qui va en provoquer des doubles arrêts chez les top teams. Et à ce petit jeu-là, il y en a un qui s'est fait avoir. Il s'appelle Charles Leclerc et il s'est fait éclater parce qu'il est reparti 6ème. Je crois, 6ème. 6, 7, je sais plus. Alors c'est pas de chance, mais c'était le mieux à faire parce que s'il restait en piste un tour de plus, la sanction aurait été encore pire parce qu'en fait, sous voiture de sécurité, il aurait été obligé de rouler encore plus doucement. Alors que là, il est rentré, bon, il perd quelques places, mais c'est toujours mieux. Il s'est fait avoir, quoi. Donc à la relance, on se retrouve avec Carlos Sainz, les deux Red Bull, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la course, mais les Red Bull, elles sont parties 11 et 13 comme je vous l'ai dit,
Et la remontée, elle était pas si rapide que ça. Hein. C'est Singapour, je vous l'ai dit, c'est pas facile. Elles ont fait le choix de pas rentrer. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'elles étaient en hard. Tout simplement. Et que s'arrêter au 20e tour, c'était beaucoup trop tôt. Tu mets des médiums, ça allait pas faire les 40 tours suivants. Tu remettais des hards, aucun intérêt. Parce qu'en plus, il faut que tu refasses un autre arrêt. Bref, eux, la safety car, c'était pas forcément la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Donc forcément, ils se retrouvent 2 et 3, ce qui crée un gap entre Carlos Sainz et les autres. Et là, on peut se dire, ils vont peut-être changer de stratégie, Ferrari. Peut-être qu'ils vont laisser Carlos Sainz partir, s'envoler. Parce que là, il aura 2 voitures tampons. Il a le temps de créer un espace. Mais non, c'est pas aussi simple que ça, messieurs, dames. Premièrement, parce que Russell va mettre qu'un tour avant de dépasser les Red Bull. Ce qui veut dire que, il n'y a pas eu tant de temps que ça. Hein. Et puis c'est pas Charles Leclerc qui allait remonter. Hein, parce que de 1, plus de voitures entre lui et Sainz. Et de 2, il a fait une belle erreur à la relance où il a clairement parti en glisse. Un peu plus rapide, c'était le mur. Donc là, forcément, les chances de victoire, elles sont enterrées. Même si, en vrai, c'est déjà compliqué de base d'aller chercher Sainz quand, honnêtement, depuis le début du week-end, il était plus rapide. Donc forcément, les choses sont plus les mêmes pour Carlos Sainz. Derrière lui, c'est plus son coéquipier qui pouvait le protéger. Mais c'est bien George Russell qui, comme je l'ai dit, il avait très très faim. Hein. Et d'ailleurs, il s'est impatienté à la radio un nombre de fois. Mais le mec, il voulait trouver toute la stratégie possible pour essayer de passer Sainz. Il n'allait pas le lâcher et à tout moment, Sainz était sous la menace d'une tentative de dépassement de George Russell. Entre la relance et le 43e tour, il s'est pas passé grand chose devant. Honnêtement, ça a plus été sous la pression, chacun mettait la pression sur l'autre, ça se suivait beaucoup, mais pas de dépassement, pas de possibilité, ça gérait un peu les gommes, ça prenait pas plus de risques que ça. Par contre, derrière, c'était vachement intéressant. On a eu d'abord les Alpines qui nous ont fait un petit spectacle de dépassement. On a d'abord Pierre Gasly sur Magnussen, plutôt Magnussen qui est parti tout droit au virage 3. 3, je crois c'est le virage 3, ouais. On a eu un Esteban Ocon sur Sergio Pérez. Manœuvre splendide d'école, fait mine d'y aller, Pérez défend, il décroise. C'était top. Mais bon, après, il faut noter que ces Red Bull là, avec les pneus hard usés, ça laisse faire passer par quasiment tout le monde. C'était trop rapide, c'était trop lent, pardon. Ça glissait de partout. Hein. On a eu de beaux travers de la part de Sergio Pérez et de Verstappen qu'on a vu depuis l'hélicoptère. C'était pas mal comme image. Alors, ce qui était intéressant également, c'est que ce petit groupe là de Pérez, Ocon, on avait aussi Fernando Alonso, mais aussi Oscar Piastri, qui était parti, je vous le rappelle, 16ème, le gars il nous a fait une course de l'ombre magnifique. Bref, ces Red Bull qui étaient en glisse partout, naturellement à un moment donné, elles sont rentrées au stand, mettre des pneus médiums, ce qui était pour eux logique, mais ce qui était surtout très intéressant d'un point de vue stratégique pour Mercedes. Parce que les seuls qui ont peut-être un petit peu réfléchi à une stratégie alternative, c'est bien eux. En fait, ils ont gardé un train de pneus médium neuf pour la course en prévision d'un deuxième arrêt, ce que Ferrari n'a pas fait. Ça joue la stratégie, mais pas toujours aussi bien, hein, pas tout le temps. Faut que j'arrête de me poser comme ça, je suis vraiment trop à l'aise chez moi. Alors les questions à ce moment-là, c'est de savoir, est-ce que d'abord les médiums vont être vachement plus rapides que les hards? Combien de temps est-ce qu'ils vont durer? Est-ce que ça vaut le coup en fait de faire un arrêt supplémentaire, perdre la track position, mais espérer plus tard la reprendre? Et la réponse, on les a eu rapidement avec Sergio Pérez qui nous lâche un 1 seconde de plus rapide. Ce qui est pas ouf du tout, vraiment pas ouf. Mais bon, c'est pas sur les qu'on compte, en vrai c'est plutôt sur Verstappen. 2 secondes 2 sur son tour de sortie, là ça parle. Là il y a un avantage significatif à mettre des pneus médiums. Alors pourquoi il y a eu autant d'écart de performance, sachant qu'on avait les 3 pneus les plus tendres ce week-end? Et ce qu'il faut savoir, et ça a été vu notamment en qualification de manière flagrante, c'est que la piste, une fois qu'elle se gomme, elle va de plus en plus vite. C'est pas pour rien qu'en fin de Q1, tout le monde devait ressortir, et c'est comme ça que, si Stroll ne s'était pas craché, peut-être que Verstappen aurait été mis dehors, comme ça que les temps ont été battu très très rapidement. Donc forcément, en course, c'est au retour du tour 40, après avoir bien gommé la piste avec des pneus hard, tu mets des pneus plus rapides, ça va beaucoup plus vite. Donc on a à peine le temps de se pencher sur la question, est-ce que Mercedes a la possibilité en fait de faire un arrêt supplémentaire, sachant que ils sont dans un groupe de 5 pilotes qui sont assez serrés, il n'y a peut-être pas encore assez d'écart avec les autres. C'est d'ailleurs toute la stratégie en fait de Ferrari, de bloquer l'undercut des Mercedes afin de les garder derrière eux. Et c'est très intelligent parce que sur un circuit comme Singapour, Monaco, tu peux pas dépasser. Enfin, tu peux pas, sauf si t'es significativement plus rapide. Et donc en resserrant le paquet, ils empêchaient en fait d'avoir trop de gap entre les voitures les plus rapides et les moins rapides, ce qui forçait du trafic à quiconque décidait de s'arrêter. Sauf qu'il y a un mec qui s'appelle Esteban Ocon, sa voiture elle a pété, voilà, problème moteur. Et alors qu'il était 6ème, lui qui nous disait avant la course qu'il espérait être dans les points parce que ça fait un moment qu'Alpine a eu des petits soucis, n'ont pas réussi à prendre autant de points qu'ils auraient espéré. Là, il y avait la performance ce week-end, ça a bien travaillé, il y a eu des améliorations. Et il était en passe de prendre la 6ème place, qui est quand même énorme. Mais la voiture a dit non, on va péter. 6, c'est aussi son nombre d'abandons cette saison. Vraiment malchanceux. Mais bon, pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Virtual Safety Car. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est Virtual Safety Car, mesdames? On s'arrête. C'est ce que personne va faire dans le premier tour de la Safety Car, de la Virtual Safety Car. Et là, j'avoue, j'ai pas compris. Parce que pour moi, ça me semblait tellement logique.
Et quand on regardait sur le radar, en fait, ils auraient eu la possibilité de rentrer. La VSC, contrairement à ce qui avait été dit en direct, a été mise avant que les pilotes passent la ligne passage au stand, donc ils auraient pu rentrer. Après, c'était pas non plus un si grand problème que ça, parce que tour d'après, eh ben on a les arrêts au stand. Alors pas de tout le monde, forcément Carlos Sainz, pas de pneus neufs, il va pas y aller. Norris, visiblement, pas de pneus neufs, il allait pas y aller, il avait pas forcément plus d'intérêt que ça. Charles Leclerc, I come back to you. Lui, il aurait eu intérêt à le faire, par exemple, je pense. Mais bon, s'il n'a pas de pneus neufs, il restait quand même une vingtaine de tours. Peut-être un peu compliqué. Et évidemment, c'était une aubaine. Pour qui? Bah pour les Mercedes, parce que ce sont les seuls, comme je l'ai dit, qui avaient des pneus neufs. On a aussi Alonso qui s'est arrêté pour servir sa pénalité. Stupide pénalité, malheureusement pour lui. Crosser la ligne blanche involontairement, c'est malheureux. Mais bon, au moins la Virtual Safety Car lui permet de purger sa peine beaucoup plus rapidement. Non, parce que le pneu, il ne savait pas le mettre. Mais bon, à partir de là, la course, elle va s'emballer en fait, parce que on va avoir une chasse à l'homme. Clairement, l'objectif à abattre, c'est Carlos Sainz. Alors, on l'a vu avec les Red Bull, que le pneu, il est beaucoup plus rapide, mais combien de temps ça va durer? Parce que eux, après, ils se retrouvent dans le trafic, donc avec d'autres pilotes, les gommes, elles chauffent, ils sont obligés de les refroidir. Même si les nouvelles monoplaces permettent de se suivre, bah, avec pas le problème de chauffe des gommes derrière. C'est comme ça. Et bah, ils vont vite nous répondre, parce que d'abord, dans le premier tour, ils reprennent une seconde 3, moins que Verstappen, c'est pas une Red Bull non plus, mais c'est surtout dans le deuxième secteur où ils ont un avantage extrêmement grand par rapport à leurs concurrents. On parle de 6 à 1 seconde chaque tour. C'est immense. Et ça va leur permettre de remonter très rapidement. Après, bon, le deuxième secteur, c'est un secteur sinueux, et c'est pas forcément là où on dépasse. Là où on dépasse, c'est plus la première grande ligne droite, premier secteur, et dernier secteur avec la nouvelle grande ligne droite. Au final, il aura fallu à peu près 7-8 tours à Russell et Hamilton pour remonter sur Charles Leclerc. Mais donc, comme je disais, la question c'est, est-ce qu'ils auraient été capables en fait de passer dans les virages? Bon bah en fait, l'avantage est tellement important que ça s'est passé tellement facile pour eux. De toute façon, entre médium neuf et hard usé, il n'y avait pas photo. Leclerc à la poubelle, ça a été vite vu. Alors il s'est quand même défendu, mais c'est sûr que c'était pas forcément la même défense que Fernando Alonso sur Hamilton en Hongrie, ou même que Leclerc avait fait pour lui-même à Silverstone en 2022. Mais même s'ils sont passés assez facilement, ils ont quand même passé au moins un demi-circuit derrière Leclerc. Alors est-ce que ça a été suffisant? Ça aurait pu être suffisant pour abîmer leur gomme? Bah clairement pas. Clairement pas. Les gars, ils sont repartis d'attaque sur Norris. C'était des fous. Au final, ils arrivent sur Norris et Sainz au 58e tour, soit à 4 tours de la fin. Et là, autant vous dire que 4 tours, 4 voitures et un vainqueur, on n'a jamais vu un final aussi intéressant depuis... Honnêtement, depuis longtemps en Formule 1. Et alors que tout le monde pensait que les Mercedes avaient une vitesse tellement folle qu'ils allaient déposer les deux compagnons, à savoir Norris et Sainz, et bah là, Sainz a décidé de dire, bah les gars, quand même, j'en ai là-dedans. On va donner le DRS à Norris, comme ça ils peuvent pas passer. Alors honnêtement, moi, tu vois, je pense à ça sur F1 22. Non, sur F1 23 maintenant. De toute façon, le dernier jeu, c'est F1 20. J'ai même plus de PS5. Enfin, tu fais pas ça quand t'es pro. Le mec, il a eu la lucidité quand même de se dire, je vais me mettre un risque parce que Norris, il peut peut-être me dépasser avec le DRS, donc il faut gérer la distance entre, j'ai suffisamment de marge, mais pas suffisamment pour lui donner le DRS pour qu'il puisse me suivre assez rapidement. Enfin là, il a vraiment géré les 4 derniers tours comme un maître. Parce qu'on peut dire c'est simple, il a juste à ralentir et attendre que Norris soit dans le DRS, mais ça va tellement vite. Ça se joue en maître en fait, au moment de ralentir un petit peu plus, réaccélérer un peu plus doucement, c'est de la précision. Et ce que Sainz a fait, c'est très solide. Alors oui, Norris, il aurait peut-être pu tenter le dépassement, mais je pense pas parce que ça ne l'aurait fait, premièrement, on n'en serait pas là, sinon je parlerais pas de Sainz qui a gagné. Mais surtout que si ça marchait pas et que les Mercedes passaient, là, t'avais plus d'écart en fait, parce que les Mercedes auraient été collés à toi. Mais tout cela ne s'est pas passé parce que Sainz, il a super bien joué le coup, et Norris aussi, il a pas fait d'erreur, il a réussi à rester dans le DRS à chaque fois, ne pas perdre trop d'écart dans le secteur sinueux. Bref, les deux, ils ont géré leur première et leur deuxième place, c'était exceptionnel. Et puis le dernier tour, comment vous dire? Moi j'étais là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'ils vont quand même passer? Parce que, mine de rien, Russell, il a eu une tentative sur Norris à un moment donné, mais celui-ci il a quand même vachement bien défendu. Petit zigzag, droite-gauche, j'en perds mon latin. Petit zigzag, droite-gauche peut-être, mais il a défendu durement, proprement, je sais pas. Mais à partir de là, Russell, il avait beaucoup moins de proximité avec Norris qu'il en avait avec Hamilton derrière lui. Lewis derrière, il l'a collé. Ça aurait été Lewis, mais il aurait tenté 10 000 fois le dépassement sur Russell si c'était pas son coéquipier. Et c'est probablement que cette petite pression, plus le fait que Norris prend une mauvaise trajectoire à l'entrée du virage, je sais même pas le nom du virage, que Russell, il va éclater sa roue avant droite. Alors c'est malheureux pour lui parce qu'il a quand même fait un sacré travail et qu'il a échangé sa deuxième place
pour 0 points du coup. Mais honnêtement, quand Norris dit à l'arrivée, bah j'ai touché aussi, c'est sûr qu'il était tellement proche, il était tellement dans la même trajectoire pardon, que Norris, qui à un moment donné, bah il y en a un ça a touché, ça a pas pété, mais l'autre, ça a touché, ça a pété. Au final, Carlos Sainz, il va s'imposer à Singapour, une course franchement, venant de lui. Je veux dire, c'est quand même le gars, l'an dernier, il s'est fait poutrer toute la saison par Leclerc. Mais poutrer même à Silverstone quand il gagnait. Et là, il revient, après la trêve, en battant régulièrement Leclerc, en prenant une victoire de A à Z, sans trembler. Rien à dire, chapeau. C'est très très fort ce qu'il nous a fait. Ah, je me suis vraiment mis à l'aise dans cette vidéo. Je suis vraiment affalé. Bref, il a eu le mental, il a eu la régularité sur toute la course. Bravo à lui. Derrière, Lando Norris finit deuxième. Très belle course lui aussi quand même, parce qu'il a su saisir l'opportunité que les Mercedes lui ont donnée, hein, de lui laisser la deuxième place. Il était là au bon moment. Rien à dire, bravo à lui. Amélioration sur sa McLaren qui montre que ça performe toujours après un petit coup de mou. Et puis on peut aussi noter la jolie P6 de Gasly qui aurait probablement dû être Esteban Ocon. Mais bon, c'est comme ça. Liam Lawson dans le top 10, bravo à lui aussi. Singapour, pas facile pour une première. Déjà, le gars, il a sorti Verstappen de la Q1. Que veux-tu? Le mec, il vient, il pose ses balls. Verstappen qui remonte P5, lui aussi. C'était pas forcément quelque chose que je m'attendais à Singapour, vu leurs problèmes. Mais ça va être bravo à lui. Et derrière, pour finir, un petit Alexander Albon qui finit assez loin, qui aurait dû finir dans le top 10, mais petit contact avec Perez. J'avoue, on l'a pas montré au direct, ça, je crois. Mais apparemment, il y avait contact entre les deux. Il a été vachement vénère en interview contre Perez. Il a dit que c'est pas la première fois et qu'il a tenté plusieurs fois ce move et à chaque fois, c'était pas bon. Il n'y avait pas la place. Bon, bah c'est comme ça. Malheureusement pour lui, les commissaires ont rien dit. Et c'est ainsi que s'achève cette course de Singapour. Donc j'espère que cette course déjà vous a plu, même si c'est pas moi qui l'ai faite, parce que j'ai pas conduit, et que ce débrief vous a plu également. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse, vos opinions, vos a priori, enfin tout ce que vous voulez dire sur le... Allez-y. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Jean. Enfin, salut.